Bonjour ou bonsoir à tous. Bienvenue dans ce 16e podcast du groupe Star Wars Littérature Québec. On est tous bien contents de vous retrouver à nouveau pour ce 16e podcast qui portera ce soir sur le livre des Sith. Donc, je vous présente à l'écran à l'instant la couverture de ce cher livre. Donc, on va discuter de ça ce soir et de quelques petits à côté, disons, de ce livre que j'ai bien hâte de lire. Personnellement, moi, je ne l'ai pas lu encore. Donc, voilà, j'essaie de la parole à mon ami Claude. Merci beaucoup. Donc, aujourd'hui, effectivement, nous allons commencer avec un manuel. On pourrait les classer dans des manuels. C'est vraiment la bonne classification pour parler de ce livre-là, qui est vraiment, vraiment très, 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 très beau, là, et puis très, très, très bien fait. Là, je vais arrêter de vous teaser, puis je vais mettre le livre de côté. Ce livre, ou ce manuel, dans le fond, exactement, fait partie d'une famille, il en compte 9 au complet. Donc, je vais vous les nommer immédiatement, mais c'est effectivement le livre des Sith, le manuel des Jedi, le manuel du Padawan, les carnets de l'Empire, le code du chasseur de primes, les archives secrètes rebelles, le manuel du Stormtrooper, le manuel des droïdes et le petit dernier qu'on appelle le manuel du contrebandier, qui est un peu spécial parce que celui-là, dans les 9, c'est le seul qui n'a pas été traduit en français. C'est le Smuggler Guide. OK? Donc, dans les 8 autres que je vous ai nommés, ils existent tous en français. Et je dois vous dire qu'en français, c'est pas très, très facile à les avoir à des prix qui sont quand même acceptables. OK? C'est des livres qui sont rendus assez rares. Donc, si jamais vous tombez dessus à un moment donné, pognez-les si vous êtes des personnes qui aiment lire en français. Sinon, en anglais, ils sont quand même à des prix assez acceptables, je dirais. Maintenant, ces livres-là font partie d'une autre sous-famille qu'on appelle des machines Volt. OK? Donc, peut-être il y en a quelques-uns parmi vous que ça leur dit de quoi. Les machines Volt, on voit une des plus rares qui est la pyramide Sith, qui est vraiment extrêmement dure à trouver à un prix vraiment acceptable. Les machines Volt, il y en a 6 qui ont été faits dans les 9. OK? Donc, ça comprend le livre des Sith avec sa machine, qu'on voit ici avec la pyramide. Ça comprend le manuel des Jedi, qui est celui à gauche qu'on voit. Chacun des mécanismes ont des façons différentes de sortir le livre et de le présenter. OK? Dans le fond, les machines Volt, ce que c'est une machine électronique où ce qu'on insère le livre qu'on a dedans, puis en pesant sur un bouton puis avec des batteries, il va nous présenter avec des sons différents et sortir le livre pour qu'on puisse le prendre, le lire et le remettre comme dans son tombeau, comme je dirais. OK? C'est des machines qui sont vraiment super intéressantes à avoir. Moi, j'ai les 6. C'est ça, c'était pour dire, toi, tu les as les 6, Claude. Là. Je Je me les ai souviens les 6. d'avoir vu tes vidéos à l'époque, là, quand tu les as reçues là, d'Open Box. Là. Oui, c'est vraiment hot. J'ai reçu le dernier qui est le code du chasseur de primes l'année passée, je te dirais. Il traîne encore dans ma chambre d'ordinateur. Et puis, je vais sûrement faire une vidéo bientôt là, pour le présenter dès que je vais avoir du temps. Donc, c'est ça pour les séries Volt, je dirais, et les 9 séries de manuels. Les séries Volt, la pyramide et le code du chasseur de primes, je crois que c'est les 2 les plus rares au niveau des séries Volt. Vous allez payer facilement, je vous dirais, 300 $ chaque. C'est des choses qui ont sorti dans le temps au début, là, Ben, au c'est des prix éditions de collectionneurs. Là, c'est des éditions de collector, comme tu viens de dire, puis c'est des éditions qui ont fait à série limitée. c'est ça, fait que la rareté fait que... Ils en ont jamais refait. S'ils en refont un moment donné, ça va faire baisser les prix, ça va faire baisser la demande, mais présentement, il y a beaucoup de demandes pour, et puis il n'y en a pas beaucoup sur le marché, donc ça fait monter les prix. Les autres, tu peux les trouver encore à des prix quand même
acceptable, je dirais. Donc, on va continuer. Je vais parler aussi des listes de prix de ces fameux livres-là. J'ai commencé par le livre des sites, qui est celui qu'on parle principalement. J'ai trouvé les prix sur Internet. Ça, c'est tous des prix environ, je vous dirais, mais c'est quand même assez précis parce que j'ai un logiciel qui est quand même assez efficace, qui cherche un peu de tout. Donc, le livre des sites en français, on l'a trouvé à 35 environ. Puis, il se fait aussi en anglais. Je l'ai trouvé à 25 US environ. Le manuel des Jedi, la même chose, je l'ai trouvé à environ 35 $. Le manuel des Padawan, même chose, environ 35 $. Celui des contrebandiers se fait juste en anglais, donc c'est environ 25 US encore. Là, ça commence à monter un petit peu. On continue avec le manuel des droïdes. Je l'ai trouvé à 45 $. Ensuite, les carnets de l'Empire à 80 $. Le manuel du Stormtrooper à 100 $. Ensuite, le code du chasseur de primes, je te dirais qu'il est d'un plus rare à 130 $. Puis les archives secrètes rebelles aussi à 150 $. Celui-là, j'ai été très surpris. OK? Pourquoi? Parce que dans les 9 que je vous ai nommés, il y en a 7 qui sont légendes, mais il y en a 2 qui sont canons. Puis c'est justement les archives secrètes rebelles et le manuel des droïdes qui a été, dans le fond, publié après 2014, qui est la date, dans le fond, qu'on sépare le légende et le canon. C'est sûr que les deux, toutes les 9 pourraient rentrer là, dans des catégories canon et légende aussi, là, parce que il y a pas mal de stock là-dedans. Puis un jour, peut-être qu'ils vont être canonisés, là, toute la gang. Mais à date, c'est ce qu'il y en a. Il y en a juste 2. Donc, les livres en français, comme je vous dis, sont assez rares. Si jamais vous tombez dessus à des prix acceptables, je vous conviens de les prendre assez rapidement là, parce que c'est quelque chose aussi d'assez fait en quantité limitée, puis le monde, il s'arrache. Moi, en anglais, ce que j'ai vu qui valait le plus la peine en termes de prix, malheureusement, c'est en anglais. Mais c'est un coffret qui en contient 4 d'un coup. Oui. Dedans, il y a celui des Jedi, celui des Sith, celui de Bounty Hunter, puis celui impérial. Oui. Puis, il est en anglais, donc c'est 87 et 42 sur Prime, mais ça prend que vous soyez membre Prime. C'est quand même un bon prix pour 4 quand même, c'est raisonnable, je trouve que ça a de l'allure. Là, ouais. Les meilleurs prix sont en anglais, effectivement. Ouais, c'est tout le temps ça. Là. Si jamais vous lisez en anglais, je vous conseille de les acheter en anglais. En français, c'est un peu plus pour ceux qui sont collecteurs, je dirais. Là. Dans le fond, dans les 9, il y en a 2 qui sont vraiment, vraiment différents, OK? Comme celui-là, qui est le manuel du droïde, OK? Eux, c'est des genres de quiz au lieu d'être de l'information, OK? Donc, je vais vous montrer exactement ce que ça donne. Attendez, c'est un peu comme du dessinage ou des anecdotes ou des jeux, dans le fond. Ouais, là, des petits sudoku, des petites affaires comme ça. Il y a pas mal de tout, des questions-réponses. Je vais même vous lire une que j'avais gardée pour vous parce qu'il y a des citations. On voit les énigmes du Jedi. Donc, je vais vous en lire une. Il a joué un rôle primordial en transportant de manière efficace les plans de la première étoile de la mort. Qui est-ce? Donc, on parle de RD22. Puis, ici, dans le fond, à la fin, il y a les réponses pour les personnes qui ne sont pas trop sûres. Mais celui-là, le manuel du droïde et le manuel du Stormtrooper, c'est les 2 qui sont vraiment différents au niveau du contenu. Si vous achetez ceux-là, pour apprendre d'autres choses, c'est pas vraiment les livres, les 2 manuels là, qui sont vraiment dédiés à la connaissance. Je dirais c'est plus pour le plaisir. Puis c'est surtout aussi un peu plus pour les enfants, je te dirais enfants, jeunes, ados. OK? Mais c'est des super livres pareils. Mais c'est juste vous avertir, là, si vous l'achetez, vous faites Ah, je pensais que c'était une histoire, mais non. C'est les 2 seuls d'insectes qui sont comme ça. Donc, c'est ce qui résume environ les catégories, les sous-catégories de ces séries-là. Donc, je pense qu'on va être prêt, à moins que vous ayez des questions, on va être prêt à rentrer dans le vif du sujet avec notre fameux livre des sites.
OK, donc on est rendu au vif du sujet, qui est le livre des sites. Donc, je vous le représente ici, vous le voyez à l'écran. C'est vraiment sérieusement une œuvre d'art, ces livres-là, dont le livre des sites. Vous ne le voyez pas à l'écran, mais tout ce que vous voyez comme ligne noire, c'est incrusté dans la couverture, OK? Donc, ce n'est pas quelque chose qui est lisse. Même le site ici, j'y touche, là, puis tu sais, il y a de la profondeur vraiment dans le livre, là. Donc, juste ça, puis la beauté du livre en tant que tel, là, avec la reliure, c'est vraiment, vraiment un très, très, très beau livre, là. En arrière, la même affaire, les lignes. Donc, au niveau visuel, le livre en tant que tel, c'est un livre à avoir dans sa collection, là, parce que c'est vraiment, vraiment, vraiment un beau livre. Ensuite, si je continue, c'est un livre de 160 pages pour le livre papier, puis 163 pages pour le livre électronique. C'est quand même assez rare qu'il y ait peu de différence au niveau de pages, livre électronique puis livre ordinaire. Normalement, livre électronique, ça n'en prend un petit peu plus, sans la niaiseux, que ça. Mais là, on est arrivé à 163 puis 160, fait que c'est quand même bien. C'est les éditions Larousse qui ont édité ça. C'est le même éditeur qui a édité tous les 9 livres. Et l'auteur qui a fait le livre s'appelle Daniel Wallace. Le voici. Donc, c'est lui qui a fait la plupart de tous les livres. C'est le seul et l'unique. Il y a des illustrateurs aussi qui ont entré en ligne de compte là-dedans. Il y a des traducteurs. Il y a aussi Mme Lucille Gallio qui a fait la relecture en 2019 parce qu'il faut dire que ce livre-là, sa date de sortie en version française, c'est octobre 2012. Et puis, en version anglaise, c'est sorti en février 2012. C'est rare aussi qu'ils sortent aussi rapidement que ça, je te dirais. Normalement, il y a un écart d'un an ou deux, puis même des fois plus. Mais là, c'est quand même assez collé comme date de sortie, je te dirais. OK, donc je vais vous parler de Lucille Gallio. Lucille est quelqu'un qu'on connaît très bien. C'est quelqu'un que je fais affaire régulièrement avec. C'est quelqu'un qui est extrêmement disponible pour le public, pour les lecteurs, pour tout le monde qui sont des passionnés de Star Wars. Je vais vous lire un petit peu sa bibliographie et puis on voit Lucille à l'écran présentement avec son petit doigt comme ça, tout taquin. Donc, Lucille est une traductrice et auteure française. Ses premiers livres s'adressant à la jeunesse, elle a commencé à traduire des romans de l'univers Star Wars pour la collection Bibliothèque verte, puis Pocket Jeunesse, avant de passer à des romans adultes chez Pocket. Fin 2018, Lucille Gallio a annoncé prendre la tête de la direction des collections Star Wars de Pocket et d'Outre-Fleuve. De plus, ses activités de traduction pour différents éditeurs en France, elle est chargée de gérer le planning des parutions à venir et d'attribuer les textes aux traducteurs. Donc, c'est la présidente, je crois, des traductions, parce que je crois qu'il y a pas mal de présidents là, chez Pocket, mais elle s'occupe principalement des traducteurs et ainsi de suite. C'est une personne extrêmement aimable et on la remercie d'être avec nous. J'en parle souvent de Lucille, donc je voulais faire un petit 30 secondes pour vous la présenter parce qu'elle est vraiment importante au niveau de la communauté Star Wars. Pratiquement tout le monde la connaît, c'est quelqu'un de beaucoup impliqué. Surtout en français. Elle fait de la traduction français. Donc, OK, oui, donc oui, elle fait les oui. deux, genre. Oui, elle fait les D'accord. deux, effectivement. Donc, je ne sais pas si elle parle d'autres langues, par exemple, puis elle traduit dans d'autres langues, mais je sais qu'elle fait l'anglais et le français principalement. Il y a d'autres personnes qui s'occupent de traduire les livres Star Wars, des fois, comme Thierry Arson, et j'en passe d'autres, là. Mais c'est environ ça pour la bio de Lucille. Je trouvais que c'était important de souligner son travail. Puis, vu qu'elle a fait la relecture de celui-là en 2019, c'est ce que je voulais souligner. Ouais. Et si vous avez lu plusieurs livres de Star Wars, probablement que vous en avez lu qu'elle a traduit elle-même. C'est sûr et certain. Même les livres pour les enfants, des romans adultes, des romans jeunesse, elle a fait un peu de tout. Avant de devenir présidente, elle a traduit énormément de textes, effectivement.
Ce que je veux vous dire, dans le fond, c'est que le livre il est divisé, excusez-moi, en 6 parties. Premièrement, on a une préface de Palpatine. Et comme ça, avec des genres de bandes à côté et du papier ordinaire, OK? Pourquoi je dis ça? Parce que si on regarde toutes les autres, là, vous allez mal voir, mais si vous regardez la fiche qu'on voit, la deuxième partie, ça se trouve être une partie que le papier est comme ondulé, OK? La bordure aussi est un peu différente. Chaque écrit dans ce livre-là a vraiment été vraiment bien fait parce que chaque écrit est vraiment différent. Ensuite, on rentre dans un autre écrit, puis là, on voit qu'ils n'ont pas mis de bordure. C'est un papier ordinaire, mais l'écriture dedans est différente. Ouais. Ensuite, on s'en va un Ça, petit peu plus chaque loin. section, c'est comme ça, comme tu dis, c'est Ouais, un papier différent. Il y en a il y a une section avec du papier ligné, d'autres non. ouais. Les L'écriture, écritures sont différentes. ouais, Ouais. les grosseurs, la calligraphie est différente à chaque section. Tu as l'impression que c'est comme une espèce de recueil de plusieurs livres qui auraient été assemblés ensemble pour en faire un seul gros qui parle de tous les trucs qui ont rapport avec les sites. Ben, tu as raison, dans le fond, c'est exactement ça, OK? C'est des textes qui ont été récupérés, qui ont été mis ensemble par Palpatine, puis ça a été classé par ordre chronologique, mais il ne faut pas oublier que les textes, ils peuvent différer dans le temps au niveau de chacun des textes. Ensuite, on s'en va vers la dernière des 4 gros chapitres. Puis là, c'est les Sœurs de la Nuit. Puis eux, on ne le voit pas beaucoup, mais ils ont comme brûlé le bord des pages. Il manque un bout. Fait que je ne sais pas si c'est parce qu'il manque de ressources sur Datomir ou quelque chose de même, là, mais il y a comme, ou qui joue avec le feu ou je ne sais pas, là, mais c'est un peu différent. Rien que ça, c'est vraiment une beauté dans le livre. Puis ça finit avec des pages encore blanches et puis encore la côté qui a changé. Donc, ça, c'est environ ça pour la beauté du livre. C'est vraiment un beau livre, sérieusement. Là, c'est dans mes préférés. Le site Les Jedi, c'est mes 2 préférés dans toute la gang, là, pour toutes les avoir lus. Là. Donc, on commence avec les parties, dans le fond. Là, on va les décrire vraiment comme il faut. Il y a 6 parties. La première partie, c'est une préface de Palpatine. Ensuite, on rentre avec les premiers écrits. Ça se trouve être les écrits de Sorjusin. C'est décrit les événements de l'Empire. OK? La deuxième partie, c'est les écrits de Dark Malgus. Ça décrit la Grande Guerre galactique. La troisième partie, c'est les écrits de Dark Bane. On y voit la règle des 2, qui est un peu évidente. La quatrième partie, c'est les écrits des Sœurs de la Nuit, dont Talzin qui a écrit dedans des notes. On dirait un genre de grimoire quasiment. Là. C'est ça que je te dis, c'est comme un genre de grimoire qui aurait comme brûlé un peu sur le côté. Là. Les pages ne sont pas égales avec les pages qui sont 8,5, 11, que je te dirais. Là. C'est vraiment bien fait, ce niveau-là. C'est genre, elle est en train de préparer un de ses sortilèges avec du feu à côté, puis pendant qu'elle lisait le livre. Ça doit être pas pire, ça, par exemple, les Sœurs de la Nuit. Parce que tous les chapitres sont vraiment bons. Un peu, mais pas beaucoup. OK. C'est effectivement un recueil de textes, OK, qui a été réuni. C'est pas un livre qui a été trouvé comme ça, là, puis qu'on a fait puis qui était tout fait dans le fond. C'est vraiment quelque chose qui a été réuni, qui a été bâti. Puis, ce qui est le fun, par exemple, c'est que la préface de Palpatine versus les événements de l'Empire versus tous les 4-5 livres qu'il y a dedans, ça a été mis en ordre chronologique. Donc, c'est vraiment les écrits du plus vieux au plus récent. Fait que, dans le fond, après les 4 écrits principaux qu'on a, dont celui des écrits des Sœurs de la Nuit qui a été fait par Talzin, on tombe dans la section finale, qui est la 5e section, que je dirais, qui est divisée en 2. C'est les écrits de Dark Plagueis. Donc, ça parle en gros, si on peut résumer vite, des midi-chloriens. Et la 6e partie, c'est avec Dark Sidious. Ça se trouve à être le pouvoir absolu. Ça résume environ ce qu'il y a dans ce gros livre-là. Ça, si tu veux, c'est comme... c'est comme... dans ces écrits-là, il est en train de remplacer la règle de 2 par la règle de 1, si tu veux, en fait, c'est ça.
Oui, c'est vrai, tu as raison. Donc, ça, c'est vraiment intéressant à noter. Ensuite, ce qui est vraiment hot, vous le voyez déjà à la photo, là, à la page 13, là, c'est les annotations. Ça, je vous dirais qu'il y en a beaucoup dans le livre. Même quasiment à chaque page, il y en a. OK? On a 2 personnes principales qui ont fait des remarques ou qui ont fait des annotations dans le bas dans la page qui sont Palpatine et Luke. OK? Eux, on les voit partout, ils commentent à peu près tout. Dans le fond, ce que je comprends, c'est que les écrits ont passé de main en main, puis il y a plusieurs personnes qui ont pris des notes là-dedans. OK? Les écrits, qui en ont fait? Il y a Palpatine, il y a Luke, il y a Mace Windu, il y a Yoda, il y a Vader, il y a Quinlan Vos, il y a Ventress. C'est toutes les principales qui ont écrit là-dedans. Maintenant, ils ont tous écrit des choses un peu différentes. Puis ce qui est vraiment cool aussi, c'est que dès que tu rouvres une page, tu peux voir tout de suite, c'est qui, là j'en cherche une, c'est qui a écrit. Parce que, comme là, on voit, c'est écrit en rouge. Donc, en rouge, c'est Palpatine. C'est pas ben dur. OK, tu vois Yoda. Ouais. Dans le fond, Yoda, lui, sa particularité, c'est qu'il écrit tout le temps en noir foncé, comme ça. Donc, c'est sûr et certain que dès que tu vois cette écriture-là, c'est Yoda. Il n'aurait même pas besoin de mettre Yoda en bas, puis c'est la particularité de l'écriture. Ensuite, Luke, il a écrit en noir, mais en lettres carrées, au lieu d'être en genre de lettres attachées. Ensuite, Mace Windu, lui, a écrit en noir pâle. Fait que quand tu regardes du noir pâle, c'est Mace. Yoda, il a écrit en noir foncé, comme qu'on voit là sur la page. Vader, lui, a écrit en noir gras, mais en lettres attachées. C'est vraiment weird, là. Puis Quinlan Vos, lui, il est en brun. Puis Ventress est en noir gras, mais majuscule. Fait que juste avec ces indices-là, dans le fond, même si on ne voit pas c'est qui est en bas, on sait quasiment qui a noté. Je vous dirais qu'au niveau des notes, je les ai toutes lues. Il y en a qui sont pertinentes, il y en a qui sont moins pertinentes, je te dirais, OK? Ce qu'on remarque beaucoup au niveau de Palpatine quand il écrit des choses, c'est qu'il est très imbu de lui-même, là. On sent le Palpatine là, qui est certain de lui, puis qui est sûr. Là, à un moment donné, même, il écrit des choses par rapport à d'autres qui ont écrit dans le livre, puis il dit moi j'aurais pas écrit ça de même ou je l'aurais pas fait de même. En voulant dire que lui, il est comme au-dessus de tout ça, là, puis qu'il se pense vraiment, vraiment quelqu'un de très important. T'sais. Puis ça me surprend pas parce mépris. Un certain mépris, effectivement, aussi. Luc, il n'est pas à l'abri d'une ou deux jokes, je te dirais, là, des affaires que tu lis ça, puis tu fais « Oh, OK, ouais, il est comique, le petit monsieur, là, il veut comme nous dire quelque chose. » L'autre qui est vraiment drôle aussi, je te dirais, c'est Vader. Vader, quand qu'on le lit, on voit beaucoup le Anakin là, qui était sûr de lui aussi, puis qui était vraiment dedans là, au niveau que c'était lui qui était comme l'élu. Là. Fait que c'est environ ça au niveau des écrits. Et Luc fait beaucoup il fait beaucoup aussi la distinction avec ce que pensent les Jedi des écrits des Sith. Des fois, il les contredit. Des fois, il dit nous, c'est pas comme ça. Donc, tu vois, ces interventions sont intéressantes du point de vue Jedi sur les paroles des Sith. Les présentations comme ça qu'ils laissent, là, les personnages que tu as dit, là, c'est quoi, 10% du guide? Parce que je veux dire, ça rend encore plus vivant, c'est cool. Là. Pas tant? Il y a presque un commentaire par page, presque. Ah, comment? Quand même. Des fois plus, Oui. ça dépend de quoi le sujet parle. Là. Des fois, c'est 1 ou 2 commentaires, mais c'est environ Moi, je vous dirais que je l'ai relu pour une deuxième fois. J'ai commencé par lire uniquement les commentaires dans les pages, à droite et à gauche. Là. Puis après, j'ai relu au complet le livre. Parce que les annotations, il y en a qui sont super pertinentes, puis il y en a qui sont moins, je te dirais, OK? Ce qu'il faut comprendre, en gros,
sur le comment Palpatine a eu ce livre, OK, parce que ça l'est procuré un moment donné. Ce que j'ai compris, c'est que Ventress, à un moment donné, était une sœur de la nuit, OK, donc a eu le livre de Talzin, puis un moment donné, quand que Palpatine a genre attaqué les sœurs de la nuit de quoi de même, il doit avoir récupéré ce fameux livre-là, qui ensuite est devenu en possession de Luke. OK? Fait que il y a eu pas mal de monde qui ont passé dans le fond là-dedans, là, mais je ne sais pas si je l'ai à 100% là, parce que c'est un peu complexe à ce niveau-là, mais c'est environ ça, je te dirais, Ventress, Palpatine, Luke, environ. Ouais. De là, Dans la- pourquoi si qu'il tu veux que je apparaît souvent complète, des annotations. si tu veux que je complète un peu, dans la préface, il parle un peu de ça. Il dit, bon, il y a des écrits qui viennent de Plagueis, donc on sait qu'il les a ramassés de son maître. Sûrement qu'il y en avait qui avaient été réunis par Dark Bane. Il parle de tablettes, sites que lui-même a traduit pour nous, en quelque sorte, si tu veux. Puis après ça, oui, et comme tu dis, il y a certains écrits qui ont été récupérés par Ventress. C'est ça. Excusez. Exact. Donc, c'est ce que Luc il marque au début. Chaque texte récupéré a été écrit sur un support et un format différent. Nous ne saurons jamais à quoi ressemblaient les livres complets dont sont tirés ces documents. Ces pages sont tout ce qui reste, Luc. Donc, ça dit un peu ce qu'on vient de dire, là, c'est que ça a passé de plusieurs mains. On ne connaît pas à 100% la vérité du chemin que ça a pris, mais on a extrapolé une couple d'affaires et on est arrivé à environ ce que j'ai dit, là, les Sœurs de la Nuit, Palpatine, Plagueis, Luke. On va continuer avec un extrait de la préface de Dark Sidious. Vous allez voir un peu comment Sidious est vraiment sûr de lui, là. Donc, j'ai pris ce couplet-là parce que je le trouvais vraiment bon. Donc, c'est écrit par Dark Sidious. Je lis. J'ai accompli ce qu'aucun Sith n'avait jamais fait auparavant. J'ai anéanti les Jedi et renversé Coruscant. Je siège sur le trône d'un nouveau régime que rien ne peut arrêter. Je façonnerai l'Empire galactique selon ma propre vision. Les Sith ont rêvé de ce moment depuis que l'histoire est consignée. Je n'aurais pas pu obtenir cette victoire sans avancer avec le soutien de ceux qui m'ont précédé. Exploiter les faiblesses des autres est l'arme des Sith. C'est vrai qu'effectivement, oui. Oh non, écoute, ça décrit parfaitement le petit monsieur. Hein? Non, mais juste, elle écrit bien aussi pas la thèse, mais je veux dire, le courant de pensée des sites. Il dit, j'aurais jamais pu obtenir autant cette victoire sans avancer le soutien des autres qui m'ont précédé. C'est vraiment, on passe le pouvoir à l'autre, puis ça va tout le temps, en théorie, c'est soit de s'en aller en progressant. Effectivement. Il faut comprendre aussi qu'au début, les sites s'entretuaient. Oui. Puis là, à un moment donné, il est arrivé, la règle des deux, Palpatine, qui a comme, concentré, fait de quoi de beaucoup mieux que beaucoup de sites, mais beaucoup qui s'entretuaient pour rien, dans le fond. Puis ça, on en parle 7000 ans avant la bataille de Yavin. OK? C'est dans ce temps-là que les Sith, ils se massacraient et qui aimaient ça se crisser des volets, là, comme qu'on dirait. Mais ça s'est calmé, mettons, avec la venue de Bane puis toute la suite qu'on sait, qu'on a vue. Ah oui, c'est vrai, je ne vous ai pas présenté, mais voici M. Sorzus Sin. Il n'a pas été... c'est un site, il n'a pas souvent été mis en photo, parce que c'est vraiment vieux, là, comme c'est un vieux site, mais il ressemble à ça. C'est la photo la plus fiable que j'ai pognée sur le net. Là. Comme je vous dis, il n'y a pas grand-chose. Si vous tapez sur Justine, vous allez voir qu'à part les définitions de Wikipédia, là, il n'y a pas grand-chose à son niveau. OK? Puis, quelle époque, lui? Ça doit être dans les 7000, 6000 avant la bataille de Yavin. Okay. C'est proche du temps là, du Seigneur Khan puis toutes ces affaires-là. Là. OK, c'est loin. Quand même. Fait que c'est pour ça qu'il n'y a pas grand-chose à son sujet. Puis je pense pas qu'il y ait gros d'écrits à propos de lui. Mais dans le fond, je vous mets la photo parce que
on commence avec, dans le fond, les écrits numéro 1, qui se trouvent être les écrits de Sorzus Sin, comme je vous disais tantôt. C'est les événements de l'Empire. Et puis, si tu peux mettre la page 11, dans le fond, je vous ai fait un petit tableau, OK, pour que ça soit plus rapide puis plus visuel. Dans le journal de Sorzus Sin, vous avez tous ces sujets-là qu'on parle, OK? On ne rentrera pas en détail dans chacun des thèmes, mais il y en a quelques-uns que j'ai notés que je veux comme vous expliquer ou qu'on va parler. Le premier, c'est que le journal de Sorzus Sin, le A, c'est le premier grand schisme. Moi, personnellement, il a fallu que j'aille voir le dictionnaire sur Google là, pour savoir c'est quoi un schisme. Et la définition est celle-là. Séparation des fidèles d'une religion qui reconnaissent des autorités différentes. Donc, j'ai mis un exemple, les Sith et les Jedi. Donc, c'est quand même assez évident. Moi, ce n'est pas un mot que j'aurais utilisé au Scrabble, mais c'est quand même bon de savoir c'est quoi si on le voit. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a une question? Excellent. Donc, on continue ensuite avec les 100 ans d'obscurité. Le fier peuple Sith. Oui. Dans cette section-là, c'est là qu'on apprend en quelque sorte qu'il y a des... en fait, c'est des Jedi obscurs puis, qui arrivent sur Korriban, là où il y a ce qu'on appelle les Sith pure blood ou des Sith de pur sang, si on veut. Eux autres, oui, ces Sith pur sang-là, c'est là qu'on apprend qu'en fait, il y a une race qui s'appelle les Sith qui ont la peau rouge. Puis eux autres sont un petit peu côté obscur, mais ils sont pas tous sensibles à la force. Mais bref, il y a des Jedi obscurs qui vont arriver là et ils vont genre tuer leur roi, puis ils vont devenir leur chef. Puis c'est de là que va arriver le nom de Lord of the Sith, parce qu'ils vont devenir les seigneurs de cette race-là. Donc, ils vont devenir les seigneurs des Sith. C'est ça. C'est juste ça, mon petit parenthèse. Très bonne parenthèse, effectivement. Merci. T'es mon complément aujourd'hui. Le fier peuple Sith, on voit le système de caste, les rangs des Sith à ce niveau-là. C'est très bien illustré, pas mal mieux que je pourrais en parler. Là. Donc, si vous allez lire le livre, c'est sûr et certain que vous allez triper. Il y a beaucoup d'informations là-dedans qui ne sont pas dans les romans, qui ne sont pas dans les livres. C'est ce que j'aime de ce fameux manuel-là. C'est qu'on aurait pu copier intégralement ce qu'il y avait, mettons, dans les autres affaires. Puis là, on n'aurait pas sorti du lot. Mais c'est important de le lire parce que vous allez trouver des choses qu'on ne trouve pas ailleurs. OK? Donc, je vous incite vraiment à le lire. C'est le genre de petite affaire qui fait que j'aime ce genre de lecture-là, justement. Là. Les petits détails qu'on va chercher, les petites infos de plus là, qui vont juste comme agrandir notre compréhension globale. J'aime bien ça. Le livre des Sith puis le manuel des Sith et le manuel des Jedi, je vous dirais, c'est les deux qui sont les plus importants à ce niveau-là, au niveau des informations. Puis moi, c'est les deux que j'ai le plus tripé. Les autres, je ne veux pas dire que c'est pas correct, mais c'est différent. Puis des fois, effectivement, c'est pas très, 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 très bon, là, dépendant de ce qu'on a. Ensuite, on continue avec les armes Sith, on connaît. Les amulettes Sith. OK? Les amulettes Sith, c'est comme des talismans, comme le talisman de mur. Je ne sais pas si ça vous dit de quoi, là. C'est un des talismans qu'on voit dans les BD. C'est des talismans qu'ils mettent après leur avant-bras. Celui-là, c'est après l'avant-bras. Ils s'incrustent. Puis ça, le talisman de mur, dans le fond, c'est qu'on était capable de contrôler des bêtes avec ça. Mettons comme les ragoules qu'on voit dans une des BD. À un moment donné, celui qui le porte est capable de contrôler l'armée au complet de ces bêtes-là. Donc, c'est quand même intéressant comme chose. Là. Ensuite, les demeures du pouvoir, les holocrons Sith. OK, là, j'aimerais que tu mettes, s'il te plaît, il y a une photo qui a rapport à ça, c'est la page 12. Exact. C'est en plein ça. OK, donc les pyramides Sith, j'ai appris des choses, sérieusement. Là, j'ai capoté un peu parce qu'ils
il rentre vraiment dans le sujet vraiment détaillé. C'est vraiment intéressant. On voit les illustrations des pyramides et autres parce que... Puis là, je vais vous lire un petit peu ce que Sidious marque. OK? Puis après, on va rentrer dans le vif du sujet. Il est facile de tromper les Jedi. Les Sith ont pris possession de l'holocron de Sin dès le règne de Bane. Celui qui était dans les archives du temple était un outil d'espionnage dissimulé par une formule magique ayant pris les traits d'un linceul. OK? Là, je vous explique un peu. C'est un peu fucké. Mais effectivement, quand à un moment donné, ils trouvent l'holocron et qu'ils le mettent dans le temple des Jedi, OK? Ben, lui, il avait prévu ça, puis il avait mis une caméra d'espionnage dans la fameuse pyramide. Fait qu'eux autres, ils pensent être en possession de la fameuse pyramide de Sorzusin, mais c'est une réplique extrêmement fidèle à l'autre, mais ils savaient qu'à un moment donné qu'ils allaient prendre en possession, fait qu'ils les espionnaient comme ça, imagine-toi donc. C'était une de ses façons. Oui, Guillaume. Une petite parenthèse que je veux ajouter, c'est justement sur l'image que tu viens d'afficher. On voit que Mace Windu a commenté juste avant, puis justement, c'est un petit peu de ça que Sidious se moque un petit peu juste après. Mais ça nous laisse comprendre que cette section du livre-là, elle a appartenu, du moins, elle a appartenu. Les Jedi ont réussi à mettre la main dessus à un moment donné, puis elle devait être dans les archives Jedi, puis qu'éventuellement, quand Palpatine a exécuté l'ordre 66, là, il a été fouillé dans tout ce que les Jedi avaient pris. Il a récupéré ses écrits peut-être qui étaient perdus pour les Sith. Puis il a récupéré peut-être son fameux holocron espion. Oui. Non, c'est intéressant ce que tu dis, effectivement. Oui. Puis effectivement, ça répond dans le fond à Mace un peu en haut. Ce qu'on apprend là-dedans, puis là, sérieusement, une chance que quand je l'ai lu, j'étais assis parce que j'avais pas pantoute ça dans la tête, OK? Ils disent que les holocrons Sith, ce sont des pyramides. Et les holocrons Jedi, ce sont les cubes. OK? Moi, j'avais dans la tête que c'était toutes des pyramides quasiment. Mais effectivement, je me rappelle d'avoir vu des cubes. Donc, il faut vraiment différencier les deux. OK? Quand on voit des cubes, c'est des holocrons Jedi. Quand on voit des pyramides, c'est des holocrons Sith. Puis la couleur aussi. La couleur. Ouais. Moi, la je pense que les holocrons sont rouges. Juste au Sith. Je ne savais pas qu'il y en avait des deux côtés. Les holocrons Sith, c'est des pyramides rouges. Oui. Les cubes holocrons Jedi sont bleus. C'est presque toujours le cas. Ben d'accord, Guillaume. Effectivement, ça complète très bien. Puis c'est pour ça que l'édition Vault que tu parlais au début, la fameuse boîte qui s'ouvre, en fait, c'est comme si c'est un holocron Sith rouge, une pyramide rouge qui s'ouvre et qui te donne ce livre-là. Tu sais, c'est quand même cool, le principe. Oui, c'est vraiment cool. La pyramide, je vous fais une petite parenthèse, OK? C'est comme certains livres avec les dorures qu'il y a dessus. La pyramide, pour l'ouvrir, il faut peser sur un genre de rond qui est or. OK? Si jamais vous avez la pyramide puis vous l'utilisez, mettez-vous un gant de nitrile pour toucher au bouton. Parce qu'il y a beaucoup de monde qu'après 2-3 fois qu'ils l'aient touché, l'acide de leur doigt fait tomber l'or du module. Ouais, c'est un des défauts, je te dirais. Moi, je n'y ai jamais touché, elle est dans la boîte encore, mais ceux qui l'ont utilisé, ils ont payé un peu là-dessus avant de le savoir. Là. C'est un peu comme des livres, un des livres noirs Tashkent qu'on avait. Là. Si tu l'ouvres et tu ne mets pas des gants, c'est fini. Là, tu vas perdre ta dorure. Là. Fait que juste une petite guillemets comme ça. C'est bon à savoir, par exemple. Merci pour le cute. Oui, effectivement. Si tu ne le sais pas, ben, à un moment donné, c'est parce qu'elle va valoir moins cher ta pyramide si jamais tu veux la revendre puis que l'or est comme parti. Là. Fait que si on continue plus bas, conquête Sith, ça c'est facile. Les bêtes féroces de combat aussi. OK, ensuite, l'alchimie Sith, qui est le point dans le fond K. L'alchimie Sith, c'est quoi? C'est utiliser la force pour obtenir des changements physiques. Genre,
dans le temps, ils ne se battaient pas avec des sabres laser, ils se battaient avec des vraies épées, OK, au début, avant d'inventer les sabres. Ce qu'ils faisaient, si on le veut un peu avec les Sœurs de la Nuit, c'est qu'ils lançaient une incantation à l'épée, puis l'épée, elle devenait comme invincible, mais au niveau du tranchant puis au niveau de la coupe, je te dirais, OK? Même si tu frappais avec l'arme, elle ne s'émoussait pas jamais, puis elle restait tout le temps tranchant avec ce genre d'incantation, je dirais. Fait que c'est l'exemple que j'ai trouvé là, qui était le mieux. Là, on parlait d'alchimicite, excuse-moi, je ne veux pas me tromper avec les incantations, parce que les incantations, c'est un charme, envoûtement ou de la magie. OK? Donc, c'est comme dominer l'esprit d'une autre victime et maîtriser sa volonté. Donc, c'est différent un peu. L'alchimie, c'est plus un objet, puis les incantations, c'est plus comme les Sœurs de la Nuit, je dirais. Là, c'est ça. Mais dans les deux cas, c'est quand même des actes que les Jedi vont considérer comme contre-nature. Ils vont déformer un objet, déformer une créature, ou prendre le contrôle de quelque chose, mais ça va à l'encontre de l'ordre naturel des choses. Puis ça, les Jedi, c'est refusé. C'est d'ailleurs pour ça que ces Jedi noirs-là vont être exclus de l'ordre Jedi, parce qu'ils vont faire des choses comme ça que l'ordre Jedi n'accepte pas, tout simplement. Puis ils vont se faire exiler. C'est vrai, effectivement. C'est vrai. Ensuite, l'avant-dernier, c'est le code Sith, ça, on s'en doute un peu, mais la prophétie du Sith Harry. C'est quoi un Sith Harry? C'est un peu comme l'élu au niveau des Jedi, là, mais là, c'est comme plus l'élu au niveau des Sith, OK? Parce que ce qu'on trouve au niveau des Jedi, on le retrouve aussi au niveau des Sith. T'sais. Eux autres aussi, ils attendent quelqu'un, un moment donné, qui va être surpuissant puis qui va remettre les Sith sur la voie de la victoire. Donc, c'est comme le Messie, là. C'est le Messie. Ouais, c'est quasiment ça, sérieusement. Là, du côté obscur. Là, j'ai pogné un des écrits, OK? Puis c'est Sidious qui parle, puis qui dit « Je reste convaincu que la force m'a appelé. Je suis peut-être le Sith Harry. » Donc, tu sais, à un moment donné, avec tout ce qu'il a fait, moi, tout, j'aurais peut-être pensé que c'était lui, sérieusement, là, parce qu'il a quand même accompli pas mal. Là, en fait, la prophétie Sith, je ne sais pas si tu comptais la lire. Non, mais tu peux y aller. Moi, c'est en anglais, fait que je vais essayer de te traduire, mais le Sith Harry sera hors de toute limite. Si tu veux, il sera libre, il n'aura pas aucune limite. Le Sith Harry dirigera les Sith et les détruira. Le Sith Harry fera renaître les Sith de leur mort et les rendra plus forts qu'avant. Donc, oui, on pourrait penser à Sidious, comme tu dis, mais techniquement, c'est Dark Bane qui a détruit les Sith et qui les a fait renaître de leur sang, puis qui les a rendus plus forts avec sa règle de 2. Donc, moi, je pense que c'est plus Dark Bane, puis dans les écrits. Ouais. Tu as raison, Guillaume. Tu as raison, effectivement. Donc, c'est ce qui finit le premier journal des écrits. On a le deuxième. Je ne l'ai pas mis en tableau parce que lui est un petit peu plus simple. C'est le journal Les écrits de Dark Malgus. C'est, dans le fond, ça parle de sa campagne contre la bordure extérieure. Ce qui est vraiment intéressant là-dedans, c'est qu'il parle de la plupart de tous les jours qu'il a passé au combat, puis il décrit ce qui s'est passé. Okay? On part du jour 133 au jour 479 environ. Okay? Donc là-dessus, je n'y ai pas été en détail. Si vous voulez le lire, c'est vraiment quelque chose d'intéressant là, qui pourrait. Parce que Malgus a quand même fait beaucoup de belles choses, là, malgré ce qui est quand même. Là. Mais moi, c'est un personnage que je tripe vraiment. Là. Si vous avez joué au jeu The Old Republic, ou si vous avez même lu les livres The Old Republic, vous allez voir plein de références à des choses que vous avez vues. Par exemple, il parle même de Venzalo, le fameux Jedi avec qui il se bat dans la cinématique du jeu, dans le Temple Jedi. Il parle de la chute du Temple Jedi à cette époque-là. Il parle de plein de choses vraiment intéressantes. Je savais que tu allais bien me compléter, Guillaume. Le troisième journal, qui sont les écrits de Dark Bane.
Donc, vous doutez un peu qu'on va parler de la règle des 2. En gros, c'est comme ce que Bane a fait. Mais avant de rentrer dans les points, je vous dis qu'il faut que vous lisiez ce journal-là. Parce que dans le fond, ça complète un peu la trilogie de romans. OK? Vous allez apprendre des choses là-dedans encore, c'est sûr et certain. Donc, si jamais vous êtes un fan de Bane et vous n'avez pas lu ce journal-là, il faut absolument que vous lisiez ça. Absolument. Là. Ouais, je confirme. Exact. On va continuer le pouvoir des sites. On comprend un peu ce que c'est. C'est ça. Donc, ça, c'est la confrérie de Cannes. Dans le fond, on voit Cannes dans le milieu avec sa gang là, de fuckés. Si vous vous rappelez bien, dans le fond, Cannes, c'est la personne que Bane a poussé à créer la bombe psychique. OK? Ceux qui ont lu la trilogie vont savoir de ce que je veux dire, là. C'est qu'il y avait une genre d'incantation pour enfermer le monde dans une genre de bulle pour qu'ils meurent tous ensemble. Puis, parce qu'ils étaient pris dans une genre de grotte. Donc, les erreurs de Roussan, dans le fond, ça a le rapport un peu avec ça. T'avais-tu quelque chose à rajouter? Oui. Guillaume? Justement, Ouais, dans la section du livre qui parle de ce bout-là, ça parle de ce que je suis en train de lire en ce moment et de ce que je suis en train de traduire en français. Il y a une annotation que Luc fait. Il parle de Kyle Katarn. Ça, c'est un des personnages des jeux vidéo de Jedi Knight. Ouais, que j'aime beaucoup. Il dit que Jedi Knight, l'un de mes étudiants, a réussi à détruire le vortex là où il y avait eu la bombe psychique sur Rusan et a réussi à libérer les esprits qui étaient prisonniers à l'intérieur pendant des milliers d'années. Donc, aussi bien les Sith que les Jedi. Fait que c'est exactement ce que je suis en train de lire en ce moment. Fait que je trouve ça malade. Mais ça prouve encore une fois que le livre est légende parce que Kyle Katarn, il est légende. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui ne fitent pas avec le canon. Hein. Je sais pas. D'accord. D'accord avec ça, effectivement. Ouais. On va aller à la page 15, puis on va continuer avec le titre de Dark. Dark, hein, Michel? Oui, c'est Dark. Parce que Michel vous allez comprendre. Le titre Dark. Oui. Mais moi, ça ne me dérange pas tant, là. C'est juste que ça me fait bien rire. À chaque fois qu'on dit ça, il y en a tout le temps un qui s'insurge, là. Fait que... Habituellement, c'est toi. Je vais l'angliciser un peu, je vais dire Dark. Ça sonne pas bien, qu'est-ce que je te dis? Non, c'est vrai, je suis bien d'accord. Fait que là, encore une fois, c'est genre, c'est Dark Bane, là, fait qu'il explique que, parce que Khan avait décidé de ne plus utiliser ce nom-là de Darth. Mais là, Bane, il explique pourquoi eux autres, ils vont le réutiliser, puis que les sites, à partir de maintenant, ils l'utiliseront toujours. C'est en plein ça. C'est un couplet que j'ai trouvé dans cet onglet-là que j'ai vraiment aimé, donc je voulais vous le lire en essayant de bien le lire. Donc, je commence. Ça parle du titre de Dark. Certains pensent que Dark provient de l'ancien terme Rakatan, qui est, là, je ne pourrais pas le nommer, là, Dartha, une affaire la même, là, qui signifie le triomphe sur la mort, ou encore de Darita, qui veut dire empereur. Cependant, le sens réel du mot ne provient pas d'une quelconque langue, mais de la fierté découlant des accomplissements de ceux qui ont porté ce titre. Dark Andredu, le dieu roi de Prakit, qui a cherché la vie éternelle. Dark Revan et Dark Manak, qui ont érigé un nouvel empire, Sith ayant rivalisé avec la République de par son influence à travers la galaxie. C'est un peu ce que Guillaume lui a dit, effectivement. Il n'a pas été utilisé longtemps, puis M. Bane, lui, à un moment donné, il le prend. Mais ça ne plaît pas à tout le monde. Parce que dans ce temps-là, utiliser le mot Dark, c'était pas bien vu de la confrérie de Cannes puis de ceux qui étaient en arrière là, qui voulaient stopper un peu Bane. Donc, on continue. Les autres, le point D, frapper depuis l'ombre, choisir un apprenti, la revanche des sites, combat personnel, la construction d'un sabre laser, les variations d'un sabre laser, les combats d'un sabre laser. On va aller se servir d'un sabre laser. Donc, j'ai trouvé de quoi d'intéressant là-dessus. Je ne suis pas sûr qu'il y a grand monde qui le savait, mais je vous le dis. Se servir d'un sabre laser. Ce sabre laser à double lame, appelé aussi Saber Staff, est connu comme une arme Sith depuis l'époque d'Exar Kun.
J'ai suivi l'enseignement du maître lame Kazim et j'ai étudié les secrets de ce sabre. C'est une arme difficile. Le saber staff peut être fabriqué en une pièce ou être constitué de 2 manches de sabre qui s'emboîtent et se détachent en cas de combat à 2 mains. Moi, personnellement, on était tous au courant de tout ça, mais je n'étais pas au courant qu'un sabre à double lame, ça s'appelait un saber staff. Ensuite, on va continuer avec les autres points. C'est l'armure Sith, les combats du côté obscur. Ensuite, on tombe sur le journal, la page 22, sur le journal de Talzin. Le pouvoir originel. Dans ces choses-là, on a les écrits des sœurs, la force vivante, côté obscur, l'histoire de Dathomir, l'histoire des sœurs. La déesse ailée. La déesse ailée, c'est la fameuse fumée verte. J'imagine que vous vous rappelez dans Rebels, dans une coupe d'affaires qu'on a vue, il y a tout le temps, tu sais, les sœurs de la nuit sont capables de créer là, une genre de substance verte. Surtout dans Clone Wars. Dans Clone Wars, effectivement. Donc, ça a l'air niaiseux, mais ça a l'air qu'on appelle ça la déesse ailée. Je ne savais pas pantoute. Ensuite, le dieu vorace, ça a l'air que c'est le dieu qui dirige la chasse. Ça aussi, je n'étais pas au courant pantoute. Talisman et totem, on se doute un peu ce que c'est. Les bêtes féroces, eux aussi, en ont sur leur planète, là, des bêtes assez fuckées, comme le fameux Rancor. On sait que les Sœurs de la Nuit, c'est des spécialistes pour monter les Rancors. La vitalité de la nature, entraîner un guerrier, on sait pourquoi. Instruction et transformation, rivaliser avec les traditions du côté obscur. C'est un très bon écrit, je vous conseille de les lire parce que là, on passe vite, mais il y a du très, 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 très bon stock là-dedans. C'était quand même intéressant. Ça, c'est de tout le livre, c'est la section que je connaissais le moins, que j'étais le moins familier parce que je n'ai pas full écouté les Clone Wars puis les trucs comme ça. Puis c'était quand même vraiment instructif puis intéressant. C'est surprenant. Oui, tu as raison, effectivement. Ouais. Je vais faire une Michel de moi, à rajouter dans ma to-read list. Oui, bon. Oui, puis c'est pas. Mais moi aussi, c'est dans ma liste. Mais sérieux, vous le regretterez pas parce que non. Ça va faire des liens avec plein de livres que vous aimez et que vous avez lus. Vous allez capoter. Puis les notes de chacun des personnages. Des fois, comme on a dit, des fois, il y en a un qui va marquer de quoi. Puis tu comprends que l'autre a obtenu le livre après, puis qu'il a vu la note de l'autre, puis qu'il va dire ah ouais, ça, c'est n'importe quoi ce qui est écrit. Puis c'est genre vraiment bon. Là. C'est vrai. Ça fait longtemps que je les ziote ceux-là, en fait, là, mais éventuellement, je vais me procurer ça. C'est comme qu'on disait, dans le fond, c'est un manuel qui est très complémentaire au roman, qui peut vraiment être bon. Puis ça prend pas vraiment de temps à lire, là, sérieusement. Là. C'est à très, 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 très conseillé, je dirais. Mais tu sais, toute la littérature Star Wars, c'est vraiment ça qui est le fun, c'est que ça va, tu sais, on a tous trippé sur les films à la base, puis je trouve que la littérature vient combler des vides qu'on n'a pas, puis qu'on n'aura probablement jamais dans les films. Fait que, ces livres-là, justement, ces manuels-là, moi, je trouve que, en tout cas, ça vient combler un de mes besoins de lectrice de tous ces petits détails du backstory là, qu'on n'a pas nécessairement dans un film puis qu'on n'aura jamais. Là, fait que jamais. Moi, ça m'alimente beaucoup et ça me plaît beaucoup dans les livres en général. Ouais. C'est un manuel très complémentaire. Ouais, quand tu lis ça, tu te rends compte à quel point l'auteur, je ne me rappelle plus du nom que tu as mentionné au tout début, là, voilà. Mais tu te rends compte tout le travail de recherche que ce gars-là a fait, probablement les livres qu'il a dû lire, parce que il fait des références à plein de livres, il fait des références à des jeux vidéo, il fait des références à Clone Wars, il fait des références à plein d'affaires. Le gars, là, c'est comme vous et moi, là, c'est genre un fan fini qui connaît le lore sur le bout des doigts, puis il est allé chercher tous ces éléments-là, puis on a fait un tout. C'est un chef-d'œuvre, ce livre-là, là, sérieux. Là. Ah, le pire, Guillaume, là, c'est que j'ai regardé sa bibliographie. Là. Le gars, il n'a jamais écrit aucun livre, aucun roman, à part les 9 manuels qu'on voit là. C'est ça comme son. Mais il a dû à peu près lire tout ce qui existait, genre. Ah. Non, c'est sûr. Le gars, c'est... Tu sais, limite, je me demande si c'est pas genre... tu sais, un espèce de... Comment il s'appelle, là, le gars Hidalgo, là, Pablo Hidalgo. Là, oui. Le gars, il faisait toute partie du
l'espèce de cercle décisionnel Oui. de Lucas, parce que, genre, il connaît plus de stock que nous autres. Là. Ben, c'est ça que j'ai lu en lisant sa bibliographie. C'est qu'il a tout le temps été présent dans le cercle, comme tu dis. Fait que là, à un moment donné, il n'avait rien écrit, il n'a pas fait de livre, il n'a pas fait de roman, il n'a pas fait de BD, il n'a pas fait de rien. Fait qu'à un moment donné, il doit avoir dit hey, on va lui donner à lui, ça va lui donner, de quoi, il va enfin être mis sur papier. Fait que je pense que c'est un petit cadeau qu'on lui a donné, mais c'est vraiment un beau cadeau parce que ces manuels-là, c'est vraiment solide, là, sérieusement. Mais je ne vais pas vous contredire, mais je sais qu'il a déjà écrit pour Star Wars. Ah oui? Moi, je l'ai déjà lu. C'est quoi le OK. nom? Est-ce que c'est des romans jeunesse? Est-ce que c'est des petites histoires? Est-ce que c'est des. Mais je sais qu'il a déjà écrit Star Wars. Il s'appelle Daniel Wallace. Oui. Je te fais confiance là-dessus, Marc. C'est toi qui as à peu près tout le plus lu ici. Peut-être dans les recueils, peut-être dans les recueils qui fait des histoires. Peut-être pas fait de romans tant que tel, mais je l'ai lu plusieurs fois. OK. Je suis en train de checker là, en live. Là. Ouais, ça, je devrais faire. C'est bon. Pas de trouble. Je vois qu'il a. C'est beaucoup des manuels puis des guides. Des genres de guides avec des belles photos puis des trucs comme ça. C'est là, ça. Des encyclopédies puis des trucs comme ça. Il en a fait à la pelletée. Là. Oui, mais il n'a pas fait de livre, il n'a pas fait de roman, il n'a pas fait de BD. Ouais. Tu sais, comme le guide visuel ultime de Star Wars, il a fait des trucs comme ça. Ouais. OK, c'est ça. Mais je pense pas qu'il ait fait de roman en tant que tel avec une histoire à lui-même. Ou alors, non, c'est vraiment juste des atlas puis des encyclopédies. C'est ce que je pensais, moi, tout, effectivement. Merci. Fait qu'on arrive dans le dernier, dans le fond, les derniers écrits, OK? Puis, c'est les écrits de Dark Plagueis. Dans le fond, c'est créer la vie une science. C'est exactement ça. Fait qu'on voit le A, gérer la vie une science, B, influencer les midi-chloriens. Fait que là, on s'imagine que c'est ces fameuses expériences pour prolonger la vie. Puis peut-être aussi, tu sais, il y a la fameuse histoire là, que Anakin aurait été créé par les midi-chloriens. Là. Il n'y a rien qui est prouvé, mais là-dedans, on en parle un peu. Rien d'officiel, mais juste pour se douter encore que peut-être. Là. La vie éternelle, on sait que ça l'a chicoté longtemps. Concentrer la force, la philosophie de la vie. Nouvelle exploration de la force, transcender la mort, les enfers et le chaos, les esprits Sith, la prophétie de l'élu, et puis le couronnement du Cithari. Fait que lui ici, il est sûr qu'il est le Cithari. Ça, je peux te le garantir. Là. C'est écrit là-dedans. Là. Il dit à un moment donné, avec tout ce que j'ai accompli, pas mal sûr que c'est moi qui est ça. Là, mais comme qu'on a vu avec Anakin, c'est facile de penser que c'est lui, mais finalement, c'est pas lui. Fait que, on ne sera jamais sûr, dans le fond, de qui est qui. Là. Ils vont tous dire qu'ils sont. Là. Ensuite, à la page 24, on arrive au dernier onglet de ce merveilleux livre, qui est un petit peu plus petit. Donc, c'est Sidious, c'est sur le pouvoir absolu. On a la faiblesse des êtres inférieurs, la fausse guerre, l'utilité des bureaucrates, caché au vu et au su de tous. Je pense que ça, on sait c'est quoi. Il a passé assez inaperçu, le petit. Le livre de la colère, la manipulation de la vie. Donc, pour terminer, les amis, c'est un super livre, là, OK? Puis je termine avec ça parce que je vous ai déjà parlé de ces termes-là, mais là, maintenant, on le voit, il est écrit, puis vous allez comprendre ce que je veux dire, mais on parle de Ashla et Boga. OK? Il y a bien du monde qui ne savent pas c'est quoi, puis je vais vous lire exactement ce qu'il y a écrit là, parce que ce n'est pas juste des côtés de la force. Vous allez comprendre. Bogan était l'une des deux lunes de la planète Titon, avec Ashla. La lune accueillit les familles des membres de l'ordre Jedi lors de la deuxième exode. Par la suite, la lune devient une prison pour tous les Jedi ayant basculé du côté obscur de la force. Bogan était également le symbole du côté obscur. Donc, quand on parle des deux côtés de la force, on peut
les nommer Ashla et Bogan. OK? Ça, je le savais. Ashla étant le côté lumineux et Bogan étant le côté obscur. Ça, je vous l'avais déjà parlé. Mais ce qu'on ne savait pas, c'est ça. C'est qu'en plus, c'est des lunes. Puis, d'après moi, ils ont été associés à ça parce que justement, vu que les autres ils ont été emprisonnés, les Sith, ben, ils ont sûrement dit ah, c'est une planète du côté obscur. Puis l'autre, là, j'imagine que c'était les Jedi qui étaient dessus. Fait qu'ils ont sûrement fait ah, ben ça, c'est le côté lumineux. Donc, je suppose, je n'ai pas à 100%, mais je crois que c'est environ ça. Mais ça répond un peu à ce qu'on avait parlé à un moment donné quand je vous parlais d'Ashla et Bogan, puis que vous ne connaissiez pas vraiment ça. Parce que Titan c'est le berceau en quelque sorte des Jedi. Fait que c'est là que l'ordre a starté. C'est pour ça que ces lunes-là qui tournaient autour, c'est devenu comme tu as dit. Là, ouais. C'est quand même intéressant. Fait que moi, je me rappelle pas d'avoir lu ça, mais ça fait longtemps que j'ai lu le livre. Mais ça y est dedans, tu dis? Oui, c'est dedans. Effectivement, je l'ai lu. Puis la photo qu'on voit là, ça a été pris sur le net, là, mais il en parle de Ashla et Bogan là-dedans. Pas pendant 20 pages, là, mais il en parle, je me rappelle très bien. Ça va forcer un peu le monde à aller la relire. Sérieux, je suis sûr que je relirai encore ce livre-là. Puis il y a des trucs que j'ai oubliés, que je réapprendrai, peut-être des détails que j'ai pas fait attention la première fois. Puis là, c'est une source intarissable d'informations, cette affaire-là. C'est incroyable. Sérieusement, là, je vais terminer avec ça. Là. Ces manuels-là, c'est une mine d'or d'informations. C'est très unique comme matériel. C'est des œuvres d'art. Là. Chacun des livres est vraiment une œuvre d'art. Là. Moi, je le chéris, là, ce livre-là, vraiment. Il est dans ma collection, puis je suis vraiment, vraiment content de l'avoir en français. C'est sûr que moi, je l'ai pogné dans le temps qui n'était pas si cher que ça. Maintenant, je suis surpris de voir que, style, le plus récent, là, dans le fond, c'est les deux canons qui ont sorti. Puis quand tu vois que celui du canon, qui est les archives secrètes rebelles, est rendu à 150 $ environ en moyenne. Là, il y en a des plus chers que ça. Puis c'est celui qui est sorti le plus dernièrement. Fait que moi, quand j'ai fait ma recherche Internet, puis j'ai vu ces prix-là, je savais que celui du site, je savais que celui des chasseurs de primes était quand même assez cher. Mais quand j'ai vu ce prix-là pour les archives rebelles, d'après moi, sais-tu qu'est-ce qui est arrivé? C'est qu'ils n'en ont pas sorti beaucoup de numéros. D'après moi, ils ne pensaient pas que ça allait pogner autant que ça. Puis, ça a fait un peu comme Death Trooper. Death Trooper, c'est à la niaiseux, là. Mais ils n'en ont pas fait beaucoup. Fait que le monde, il se l'arrache présentement sur le net. Là. Il est rendu à des prix de fou, juste à cause de l'offre et la demande. Souvent, les e-books aident aussi à faire baisser les prix. Hein. C'est à la niaiseux, là. Mais c'est une nouvelle technologie, puis ça aide. Quand ils sortent les e-books, ça aide à faire chuter les prix. Parce qu'il y en a que ça n'a pas de bon sens. Ça dilue l'offre et la demande, là, c'est ça. C'est tout le temps une question de ça. L'offre et la demande. Tout le temps. La quantité qu'il y a disponible versus le nombre de monde qui veulent l'avoir. C'est tout le temps ça. Fait que, écoutez, pour terminer ce soir, ce 16e podcast qui a été super intéressant, ça a été différent. Ça a été énormément de job à construire parce que c'est des livres qui sont comme autres. Donc, quand on tombe là-dedans, j'ai beaucoup de travail de recherche, j'ai beaucoup de tableaux, de photos à mettre. C'est moins évident qu'un roman qu'on est rendu super habitué à faire, qu'on lit, puis que là, on est dedans, on passe à travers au complet. Mais je pense qu'on a fait de quoi de vraiment correct. Si jamais les auditeurs et les auditrices, vous avez des questions, si jamais il y a quelque chose qui n'a pas été clair ou qu'on peut éclaircir, on est toujours sur le groupe Facebook Star Wars Littérature Québec. Il y a quasiment tout le temps quelqu'un de l'équipe de production qui est là pour répondre à vos questions. Ça nous fait plaisir, on en mange, donc posez ce que vous voulez comme question. On est très ouvert. Et puis, le prochain podcast va être le 17e, on s'en va vers le 20. Ça s'en vient bientôt quand même. Puis, manquez pas aussi nos tirages qu'on fait de temps en temps. On vient d'en faire un dernièrement
qui a été gagné par quelqu'un de l'Europe. Fait que je vais communiquer avec lui. Mais restez des nôtres. Et puis, si vous aimez ça, ben faites comme d'habitude. On n'est pas vraiment payé pour faire ça. On fait ça pour le plaisir. Mais si vous pouvez, s'il vous plaît, partager la publication dans vos amis, ça nous aiderait énormément à nous faire connaître. On ne fait pas ça pour être connu vraiment, mais on aime ça quand le monde l'écoute et ils nous disent qu'ils ont aimé ça. Jean-François est un peu show-off, mais à part ça, tout le monde est bien, bien, bien fin. C'est en plein ça. Hey, merci beaucoup. Ouais, merci beaucoup à vous autres. Non, j'aime ça, au contraire. Ah oui, c'est cool. Merci beaucoup à vous autres, à toute l'équipe de production, parce que sans vous autres, on ne ferait pas de podcast. Et puis, je vous remercie, puis on se voit à la prochaine pour un autre podcast. Ciao. Ciao tout le monde. Ciao tout le monde.